Les États-Unis sont le pays avec l'armée le plus puissante au monde. Ils dépensent plus que n'importe quel autre pays et plus qu'un tiers de dépenses militaires mondiales. Ces faits nous paraissent tellement évidents qu'on s'interroge peu sur comment un pays, certes grand, influent et riche, mais aussi traditionnellement isolationniste, considère nécessaire ce choix. La réponse connue est évidemment que la mobilisation après la Seconde Guerre mondiale et le conflit prolongé avec l'Union soviétique a changé fondamentalement le rôle et culture des États-Unis. Cependant, une fois éteinte la menace existentielle d'une guerre nucléaire avec l'URSS, pourquoi rester si investi dans leur puissance militaire exagérée? Ma recherche, que j'ai effectuée à Washington grâce à un contrat doctoral dans l'Institut des Amériques, essaie d'examiner cette question pendant les années 90, donc la décennie de transition après guerre froide, en visant les aspects politiques et les choix pas forcément liés aux questions militaires directement, qui ont été déterminantes sur le budget militaire du pays. Pour en prendre un exemple, regardons les décisions budgétaires qui ont été prises au début de la décennie, surtout dans une période quand une crise économique retournait l'attention aux questions antérieures. En 1990, après une période de négociations longue et difficile entre le président Bush et le Congrès, alors majoritairement démocrate, le gouvernement a créé un programme de contrôle des dépenses militaires qui a dominé toute la décennie. Entre autres éléments, le Budget Enforcement Act a divisé le budget annuel des États-Unis dans 3 catégories: politique étrangère, antérieure et militaire. De plus, des réductions plus importantes dans n'importe quelle catégorie ne pouvaient être appliquées qu'à la réduction accélérée du déficit. L'impossibilité de transférer les fonds dédiés à la défense au projet de stimulus économique antérieur épuise rapidement les efforts pour réduire les dépenses militaires en faveur de financement des dépenses antérieures. Les élus qui veulent protéger une partie du budget militaire n'avaient pas de difficulté à se faire sans l'échange possible de réemployer ces fonds ailleurs. Et cette politique devient le consensus de toute la décennie. Clinton, après avoir fait campagne en 1992 sur l'investissement antérieur, accepte au tout début de son mandat la politique d'austérité définie par les négociations de 1990. La prise du pouvoir législatif par les républicains dans l'élection de 1994 ne change rien non plus. Un des points d'accord rares entre Clinton et Gingrich est l'importance de diminuer les déficits, et ce Budget Enforcement Act se voit renforcé au milieu de la décennie. Le résultat, c'est que les dépenses militaires américaines continuent sur une trajectoire de réduction légère définie déjà depuis 1986, avant la fin de la guerre froide. Moins important que les réductions après la guerre du Vietnam ou de Corée, la taille des forces armées se réduit, mais leur structure et influence mondiale ne changent pas profondément, et ça en dépit de la disparition de toute menace existentielle. En effet, une politique d'austérité budgétaire définit en grande partie les dividendes de la paix après guerre froide. L'ironie, c'est qu'une politique de réduction budgétaire définit chez les politiques un niveau minimum de dépenses acceptable, et ça au tout début de la décennie de transition.